Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour nourrir l'audace de nous accepter tels que nous sommes et nous exprimer sans masque. En effet, nous n'avons pas besoin de devenir, juste d'être nous. Je suis Pierre Devos, accompagnateur intuitif et empathique, et je partage dans ces épisodes mes réflexions, expériences, astuces et coups de gueule pour vous aider à vous aussi oser être vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose être toi. Et donc, après l'épisode précédent, qui était Oser ses élans, des fois, ce qui nous freine dans nos élans, c'est nos peurs, c'est nos résistances, c'est notre petit imaginaire intérieur qui nous fait imaginer le pire. Et j'étais un peu là-dedans ces derniers temps, parce que j'ai encore fait un peu une pause sur le podcast et sur les réseaux sociaux, comme un peu trop à mon habitude, et j'avais envie de voir qu'est-ce qui se cachait derrière. Parce que dans ma vision des choses, les peurs ne sont pas des ennemis, des choses à tout prix éliminer, à tout prix mettre de côté, mais juste des indicatrices de choses à réaligner ou de besoins qu'on n'entend pas et qu'on n'écoute pas, ou qu'on ne cherche même pas à identifier. Donc je vais vous faire dans cet épisode une petite liste de ce que la peur peut indiquer, non exhaustive, mais qui peut vous permettre de vous poser les bonnes questions. Et m'étant rendu compte au cours de cet épisode que cette liste allait être longue et que j'ai pas envie de vous faire un épisode d'une demi-heure, pas obligatoirement très digeste, je vais le couper en deux. Donc là, on va faire une première partie avec 4 indications de la peur et il y en aura un deuxième épisode la semaine prochaine. Et vous pourrez d'ailleurs aussi appliquer ces questions et ce processus d'écouter l'émotion pour autre chose que les peurs, que ce soit de la culpabilité, de la honte, ou toute autre émotion inconfortable. Le regret, ça marche aussi très bien. Parce que derrière les regrets, souvent, il y a un besoin non entendu qu'on refuse de mettre dans le présent. Et donc déjà, pour la peur, pour moi, il y a déjà un côté où on se focalise sur une seule vision des choses, un seul angle de vue. Donc ce qui est bien, c'est d'essayer de voir un peu plus large. Ça peut déjà aider. Et pour cela, le meilleur des choses, c'est arrêter de dire que la peur, c'est juste une résistance à dépasser, que c'est juste un prétexte pour procrastiner ou tout ça. Parce que même la procrastination, il y a une raison derrière. Il y a un besoin derrière, ça répond à un besoin de survie et aussi à un besoin de cohérence avec certaines de ses croyances et certaines de ses valeurs. Et je préfère vous prévenir, dans ces 7 indications, une même peur peut donner plusieurs messages. Donc n'hésitez pas à ne pas chercher l'unique message de la peur, mais voir s'il y en a d'autres aussi qui résonnent aussi sur ce sujet-là. Et donc je vais commencer par la première. La première chose que la peur peut indiquer, c'est qu'on essaye de faire les choses d'une manière qui n'est pas obligatoirement adaptée avec nous, qui n'est pas écologique avec nous, parce qu'on croit que c'est la seule, l'unique, la plus efficace, la plus productive, le seul moyen d'atteindre nos objectifs. Ou le seul recommandé par l'extérieur. Exemple, devoir faire 2 heures de sport tous les jours pour maigrir, devoir créer du contenu tous les jours pour pouvoir développer son activité. Voilà, ce qui était un peu la croyance qui me faisait chier dans ces derniers jours. En effet, c'est une méthode qui est validée, qui fonctionne pour les personnes qui arrivent à la mettre en place. Mais si on n'est pas encore prêt pour ça, si on n'a pas encore l'énergie pour, si on n'a pas encore la motivation pour et que c'est pas écologique pour nous, au sens équilibré, en phase avec nos valeurs, notre temps, notre énergie et notre manière de voir la vie, pourquoi se forcer à fonctionner comme ça ? Et donc derrière ça, il y a une croyance fausse qui se cache, c'est une croyance c'est le seul moyen d'atteindre mon objectif, de faire les choses, en miroir parfois même d'être aimé ou reconnu pour ce qu'on fait. Et derrière peut se cacher même une quête d'héroïsme et d'effort. En gros, se crée l'identité du combattant qui arrive à faire les choses de la bonne manière en courant en ligne droite. Mais s'il y a une grosse falaise en face de vous et que vous n'êtes pas doué pour l'escalade, autant prendre le chemin sur le côté. Ça sera plus efficace pour vous et vous arriverez peut-être plus haut, plus rapidement en haut, que si vous vous forciez à apprendre l'escalade sur une falaise verticale sans prise. Ce qui peut être un peu sportif. Voilà pour l'image.
Et donc, quand vous identifiez que cette peur résonne plutôt là-dessus, je me force à faire de l'unique manière que je considère acceptable ou imaginable, c'est de vous dire comment je pourrais faire, moi, pour le faire à ma manière, à mon rythme, selon mes envies, mes valeurs et mon fonctionnement. Si pour vous, pour l'instant, déjà sortir dehors, aller marcher 10 minutes, c'est un effort et que ça vous demande beaucoup d'énergie, ça peut être déjà très bien pour reprendre soin de votre corps et remettre du mouvement. Si pour vous, vous exposez publiquement, c'est compliqué, déjà vous imposez à le faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, voilà, ça peut être suffisant. Pour quelqu'un qui a par exemple envie de dépasser sa timidité, plutôt que se dire je vais aborder pendant 2 heures des gens dans la rue, déjà dire bonjour à une personne. Ça peut déjà être suffisant. Parce que les méthodes radicales où on force en mode bourrin, ça fonctionne pour certains types de caractères, mais pas pour tout le monde. Donc acceptez votre rythme, acceptez votre façon de faire, et mettez-y de la joie et du plaisir, et comme ça, vous n'aurez plus peur de vos peurs, et vous n'aurez pas non plus tendance à vous dévaloriser parce que vous n'êtes pas capable de faire les choses de la bonne manière. Acceptez votre rythme et acceptez où vous en êtes. Sans transition, je vais vous passer à la deuxième chose qui peut indiquer une peur, c'est que ce qu'on essaye de mettre en place, les moyens qu'on utilise, sont inadaptés ou déséquilibrés pour répondre à nos besoins et nos envies. Ou c'est des fois un moyen aussi de mettre ses œufs dans le même panier et donc de ne pas avoir quelque chose en phase avec de comment on a envie de vivre. Ça a l'air d'être la même chose que la précédente, mais pas totalement. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un a peur que son compagnon ou sa compagne le ou la quitte, peur de finir seul, derrière il y a un besoin de sécurité affective et une dépendance à un être unique. Ce n'est pas un fonctionnement très efficace et très efficient sur le long terme de se dire si l'autre n'existe plus, n'est plus là, je suis en panique et je suis au bord de la crise cardiaque ou de la PLS, je n'arrive plus à subvenir à mes besoins de sécurité affective si l'autre n'existe plus. Donc derrière ça, il y a peut-être un besoin de trouver d'autres moyens que son compagnon pour répondre à ses besoins affectifs et relationnels. Et donc cette peur d'être quitté, elle indique juste ça. Elle indique juste, là, tu es dans une situation de dépendance face à l'autre pour répondre à ton besoin, peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses. Bien sûr, je ne dis pas que la séparation est quelque chose de simple et qu'on a besoin d'être totalement autonome, indépendant, tout ça. C'est juste le côté peur excessive. Quand ça commence à envahir le quotidien en imaginant le pire, ça veut dire que il n'y a pas obligatoirement un équilibre relationnel qui fait qu'on se sent soutenu quand notre compagnon ou compagne disparaît. Disparaît au sens peut aussi prendre des vacances, partir à l'étranger, séparation aussi, séparation ou décès. Mais il y a un côté où c'est mon seul pilier. Et quand l'autre est votre seul pilier, vous êtes un peu fragile. Donc ça génère une peur pour vous l'indiquer, tout simplement. Pareil, sur la peur de perdre un emploi, peut y avoir derrière un manque de confiance en soi et un manque de capacité à rebondir en cas de licenciement, mais aussi un manque de confiance dans sa capacité à être soutenu par l'extérieur ou d'avoir des réserves financières suffisantes. En gros, un manque de soutien, quel que soit le domaine. Donc plutôt que ce soit intérieur par le biais de ressources intérieures ou de ressources extérieures. Donc le meilleur moyen, c'est de construire les choses autrement. Donc cette peur, elle nous indique juste, met en place un environnement qui répondra à ce besoin de se sentir en sécurité. Donc la croyance fausse qui est cachée derrière cette peur aussi, c'est si cela change, c'est la catastrophe. Donc la meilleure chose pour ne pas vivre ça, pour ne pas provoquer ce futur, c'est de mettre en place des moyens pour. Un autre besoin que la peur peut indiquer, c'est le besoin de clarifier ses choix, sa direction, son pourquoi et son comment. Je l'ai identifié, moi, quand j'étais sur ce questionnement, sur mes peurs vis-à-vis de l'expression, que ce soit sur mon podcast ou sur les réseaux sociaux, c'est la peur de parler dans le vide, de dire n'importe quoi. Et derrière ça, il y avait un besoin non défini. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, je n'avais pas réellement défini ce que je voulais m'apporter et apporter aux autres dans ce podcast.
Et donc, j'étais un peu dans le brouillard. Je me disais, ouais, mais quelle est la prochaine étape pour faire croître mon podcast et pour le rendre de plus en plus intéressant aux yeux des auditeurs. Et donc, en me posant et en me posant les bonnes questions, j'ai réussi à me rendre compte que j'avais besoin d'identifier un public qui je veux aider et comment, donc, je peux les aider. Et c'est aussi la raison pourquoi j'ai fait cet épisode un peu plus didactique et un peu plus éducatif, on va dire. Et donc, quand vous avez l'impression d'être dans le brouillard, que vous n'allez pas y arriver, que vous ne savez pas comment faire, c'est un peu comme si vous étiez au pied d'une montagne, mais que vous aviez un brouillard à couper au couteau, vous ne voyez pas à plus de 2 mètres, et que vous ne savez plus dans quelle direction est la montagne. Il y a peut-être besoin de trouver un autre moyen que ce que vous imaginez être le bon chemin pour éviter d'avoir peur de... Comment dire ? De vous tromper de direction. Parce qu'il y a ça derrière aussi, j'ai peur de ne pas y arriver, je ne sais pas comment faire, c'est je m'en sens incapable. Il y a peut-être déjà vous poser la question, est-ce que vous êtes armé, est-ce que vous avez tous les outils pour faire l'ascension de votre projet ? Est-ce que vous pouvez développer des capacités pour vous sentir plus sécurisé, plus à l'aise ? Est-ce que vous pouvez aussi accepter de faire des détours ? Parce qu'il y a aussi ça caché derrière j'ai peur de ne pas y arriver. Il y a aussi un côté je veux y aller en ligne droite. Ça rappelle un peu la première indication de la peur que j'ai donnée en début d'épisode. En gros, est-ce que vous pouvez juste vous asseoir et faire le point sur comment vous allez du point A au point B ? Et si c'est flou, trouvez où des livres, des informations sur Internet qui vous permettront de mettre en place ce plan, ou de demander à quelqu'un, tout simplement. Ou d'être accompagné, ou d'apprendre à le faire. C'est clair que si vous voulez construire une maison, alors que vous n'avez jamais fait de construction, et vous ne connaissez même pas ce qu'il faut pour acheter un terrain et demander un permis de construire, il va peut-être falloir un peu d'apprentissage, et c'est normal que vous vous sentez incapable de construire votre propre maison avec vos petites mains. Ce qui est un peu normal, parce que c'est un gros projet. Mais si vous décomposez étape par étape, en voyant tous les domaines d'apprentissage nécessaires et les endroits où vous vous sentez déjà capable et où vous pouvez utiliser déjà quelques ressources, vous pourrez avancer pas après pas. Ce qui compte, c'est pas d'avoir un brouillard qui disparaît jusqu'au haut de la montagne, c'est qu'au moins, vous voyez sur 1 km, 2 km, et que vous savez que vous êtes dans la bonne direction. C'est tout. Pas besoin de plus. Et donc derrière ce côté j'ai peur de ne pas y arriver, je ne sais pas comment faire, c'est juste fixer la direction qui est la solution. Et identifier la direction, identifier un chemin, une carte, un itinéraire. Je me répète un peu, mais des fois j'aime bien enfoncer les clous. Voilà, sortir la boussole tout simplement, ou la carte. Voilà. Une des autres indications que la peur de donner aussi, c'est qu'on a des attentes irréalistes par rapport à la vie et qu'on n'attend que des avantages et pas d'inconvénients dans une situation. En gros, qu'on refuse que les choses puissent demander du temps et une alternance d'essais, erreurs et que ça ne marche pas comme avec une baguette magique. Et oui, la baguette magique n'existe pas toujours dans toutes les situations. Il y a peut-être des moments où ça arrive, où ça existe, mais c'est assez rare. Par exemple, pour les personnes qui ont peur de parler en public, il peut y avoir derrière un désir de capter l'attention de tout le monde et que tout le monde soit d'accord avec vous. C'est pas obligatoirement quelque chose de réalisable. Attendre obligatoirement une standing ovation à chaque prise de parole en public, ou que tout le monde vous dise « ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi », tout à fait, à 100%, ça risque d'être difficilement réalisable. Donc c'est normal que vous soyez en panique si c'est votre attente de résultat. Donc un des moyens pour faire diminuer cette peur, c'est de réajuster ses attentes. Peut-être que votre but, juste, ça pourrait être qu'une personne dans l'assistance vous ait compris. Qu'une personne dans l'assistance soit en capacité de vous poser une question pour clarifier vos propos, si vos propos étaient un peu embrouillés, on va dire, un peu confus. Ce qui compte, c'est peut-être aussi d'avoir passé le message, même si c'est pas de la manière la plus
comment dire, la plus claire, la plus rapide, la plus directe et la plus éloquente possible. Si vous devez faire une présentation en public à votre boulot, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir l'éloquence d'un avocat ou de quelqu'un qui a fait de la prise de parole en public depuis 15 ans. Et bien sûr, ce qui peut amplifier ces attentes disproportionnées, c'est la comparaison avec des personnes qui n'ont pas ni eu le même passé que vous, ni eu les mêmes compétences, et dont vous ignorez une partie des efforts qu'elles ont dû fournir pour en arriver au niveau que vous constatez dans leur réussite, que ce soit au niveau des compétences ou des résultats. Parce que oui, Rome ne s'est pas fait en un jour, il y a des personnes qui ont certains talents ou qui ont eu un certain environnement qui a facilité les choses, mais souvent, on dit « Ah oui, toi, tu as de la chance parce que tu as telle ou telle chose. Ouais, » mais souvent, il y a beaucoup de temps et d'efforts cachés derrière. Donc, comparez-vous à des personnes qui en sont au même point de vous et qui ont les mêmes, les mêmes ressources à la base que vous, ce qui est très rare à trouver, parce que souvent les gens ne montrent pas ça et on en a difficilement conscience. Et vous verrez, vous allez vous détendre. Et vous allez peut-être accepter aussi d'être dans une phase d'apprentissage. Parce que derrière ces attentes irréalistes de « je veux être parfait, je veux réussir dès la première tentative, je n'ai pas le droit d'échouer », il y a un côté « je dois être un surhomme ». Franchement, le surhomme, ça n'existe pas. Et franchement, si dès que vous vous mettez à un sport de haut niveau, vous dépassez tout le monde, ça n'a peut-être pas grand intérêt. Donc c'est peut-être aussi l'apprentissage qui donne un intérêt, la croissance qui a un intérêt dans la vie et qui permet de savourer la vie et d'être fier de soi. Donc appréciez le chemin que vous suivez et appréciez d'être en évolution et d'être en apprentissage. Voilà ce que je pourrais conseiller vis-à-vis de cette peur-là, qui résonne beaucoup sur la quête d'idéal et la quête de perfection. Voilà. Donc voilà pour les 4 premières indications que je voulais vous donner dans cet épisode. Et donc, si ça vous inspire, ce sujet, n'hésitez pas, si vous avez une peur qui se réveille après l'écoute de cet épisode, d'essayer de faire le même processus, de vous poser la question « J'ai peur de quoi, réellement ?» en essayant des fois de pousser un peu en profondeur. Avec « Pourquoi j'ai peur ?» Mais vraiment, j'ai peur de quoi? Et de voir après derrière, quel est le besoin qui est caché derrière, et donc quel est le rééquilibrage qui est nécessaire. Est-ce que c'est un rééquilibrage dans les attentes, comme on a vu dans cette indication-là? Est-ce que c'est un rééquilibrage sur le moyen de l'atteindre, que ce soit en traçant une carte et en mettant une direction plus claire, ou que ce soit en prenant un chemin qui vous correspond plus? Ou est-ce que c'est en rééquilibrant un peu les choses et en arrêtant de marcher sur un seul pied et de vous dire « Ah, si je me pète la cheville, je vais être dans la merde ». Des fois, c'est bien de s'appuyer sur plusieurs piliers. Une maison qu'avec un seul mur porteur, ça ne tient pas beaucoup debout. Voilà. J'aime bien ces images assez claires, assez parlantes, qui permettent de se rendre compte que des fois, nos peurs, elles nous indiquent juste des déséquilibres. Elles ne sont pas là pour nous faire chier. Donc voilà, en espérant que cet épisode vous a parlé, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux ou par mail à l'adresse pierre@incarnersunsoleil.fr si vous avez envie de réagir à cet épisode, me partager avec moi ou les autres ce que vous avez identifié derrière vos peurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, pour la partie 2 de cet épisode. À très bientôt!